Alors, la notion d'interface. Alors, imaginons qu'on est dans un jeu met en scène des entités balles, raquettes, filets, joueurs, certainement un jeu de tennis, quelque chose comme ça. Et au début d'une analyse, on a donc une classe entité, classe mère, balle, raquette, filet, joueur, hérite de la classe entité. Entité, on aura donc des attributs et des méthodes génériques à ces différentes classes. Dans ces entités, on en a certaines qui sont interactifs, donc balle, raquette par exemple, et certaines qui doivent avoir des représentations graphiques, donc balle, raquette, filet. On sait que on n'a que de l'héritage simple en Java, et pourtant on a certaines entités qui doivent avoir des comportements communs comme gérer les clics, et certaines d'autres qui sont des objets graphiques comme filet, raquette et balle. Ce que l'on va mettre en œuvre, c'est les interfaces. En fait, une interface met en place une relation de nouveau type. Troisième type de relation se comporte comme. On a vu la relation d'association, un triangle à 3 points, la relation d'héritage, un guerrier est un personnage. Là, on aura une relation de type se comporte comme. C'est-à-dire que par exemple ici, vous avez deux interfaces graphiques interactifs qui déclarent des méthodes, gestion clic et dessiné. Filet étant entité et implémente graphique l'interface. C'est-à-dire que filet, la classe filet, doit, pour pouvoir être concrète, implémenter la méthode dessinée, celle qui est déclarée dans l'interface graphique. Pour être concrète, donc, la classe qui implémente une interface doit implémenter les méthodes déclarées dans l'interface. En fait, ce sont comme des méthodes abstraites. Ici, un filet est une entité, relation d'héritage, et se comporte comme un élément graphique. Une balle est une entité qui se comporte comme un élément graphique et un élément interactif. Donc, balle doit implémenter la méthode dessinée de l'implémentation de l'interface graphique et gestion clic de l'implémentation de l'interface interactive. Donc, une interface permet d'imposer le contenu commun à des classes qui implémentent l'interface. Là, à filet et à balle, on a imposé que les classes filet et balle implémentent les méthodes déclarées dans l'interface graphique, c'est-à-dire dessinées. Alors, maintenant, on va même avoir un nouveau type de variable. Une variable peut avoir donc une variable, c'est-à-dire le type de la référence peut très bien référencer le type new guerrier par exemple. Guerrier est égal à new guerrier. Une référence de type guerrier peut référencer donc l'objet de type guerrier, peut être référencé par un objet de type personnage, et maintenant peut être référencé si par une référence de type interface que la classe guerrier implémente. Regardons ici un exemple très simple. D'ailleurs, on va voir que c'est très proche, au final, des méthodes abstraites. C'est-à-dire que ici, interface affichable, en fait, déclare une méthode, c'est-à-dire, en fin de compte, affiche est une méthode abstraite. On a entier, la classe entier qui implémente affichable, donc entier doit définir la méthode affiche.
Flottant implémente l'interface affichable, donc doit implémenter, pour être concret, la méthode affiche. Et maintenant, on peut très bien déclarer un tableau d'affichable. Alors, on peut pas, un tableau d'affichable. Et affichable, ce sont des références sur des objets qui implémentent l'interface affichable. Donc, on peut très bien avoir dans notre tableau la première référence un entier, la deuxième un flottant, la troisième un entier. Et maintenant, on peut très bien parcourir ce tableau pour appeler sur chaque élément la méthode affiche. Nouveau type, un type supplémentaire à une classe d'objet. Donc là, entier, flottant, implémente l'interface affichable. Donc, les références qui référencent les objets de type entier ou flottant peut être de type affichable. Alors, compilation et exécution, un peu comme on avait vu dans l'héritage. Là, on a une interface printer qui déclare une méthode print. On a une classe startPrinter implémente printer, donc doit définir la méthode print pour être instanciable. C'est ce qu'elle fait. BrassPrinter, de la même manière, implémente printer, donc doit définir la méthode print. Et en plus, elle définit une méthode println. Donc regardons notre petit exemple. On déclare ici un tableau de deux références de type printer. À ces références-là, on leur associe l'objet, un objet dans le premier élément du tableau de type startPrinter, dans le deuxième de type BrassPrinter. On tire un entier au hasard 0 ou 1. Et sur la première composante du tableau, on exécute printer. Donc là, à la compilation, c'est pas possible de connaître quel va être l'objet sur lequel on exécute printer avec la chaîne de caractères mon message en paramètres. Donc on voit bien ici, encore une fois, qu'on va exécuter la méthode dépendant du type effectif de printer. Printer de index. Le type effectif de l'objet va définir quelle est la méthode print que l'on va exécuter de startPrinter ou de BrassPrinter, suivant l'entier qui aura été généré aléatoirement au clavier. Et analogiquement par rapport à l'héritage, ici on déclare une référence printer qui référence, ici il référencera à l'exécution un objet de type BrassPrinter. Mais comme on exécute sur notre référence printer de type printer la méthode println, le compilateur, lui, ne sait pas que printer va référencer un objet de type BrassPrinter, puisque new est un opérateur. Donc, par conséquent, on a une erreur à la compilation, parce que le compilateur vérifie l'existence des méthodes dans notre interface. Alors, on va voir un petit exemple. Reprenons ce que l'on avait vu précédemment avec petite modification. Ici, on a notre classe personne qui est abstraite parce qu'on ne peut pas l'instancier, mais elle aura une méthode abstraite getFunction. Très bien. On n'a pas défini la méthode affichée. Dans professeur, on a donc la méthode getFunction puisque professeur étant personne, et on a une méthode affichée. Donc là, c'est pas la redéfinition de la méthode de personne qui a été supprimée. Et la même chose dans étudiant affiché. Donc on va pouvoir créer ici une interface, par exemple. On va l'appeler affichable. OK. Dans affichable, on va déclarer une méthode affichée.
Et on va dire que étudiants et professeurs implémentent afficher, donc doivent obligatoirement implémenter la méthode ici. Donc, implémente affichable. L'interface affichable, donc, doit obligatoirement avoir une méthode affichée. D'ailleurs, si je n'ai pas une méthode affichée, j'ai une erreur. D'accord? La classe étudiant doit implémenter la méthode de l'interface affichable, c'est-à-dire la méthode affichée. D'ailleurs, si il nous propose ici d'ajouter la méthode affichée, override, on le verra après. Il nous génère déjà la méthode. D'accord? Donc, nous, on va garder celle que l'on a. Très bien. Et dans professeur, on fait la même chose. Implement affichable. D'accord? Donc, je dois définir, implémenter la méthode affichée. Très bien. Maintenant, on peut très bien créer un étudiant. Étudiant. OK. Est égal. Un new étudiant. Décidément. Alors, étudiant, on va dire qu'il s'appelle Victor Hugo. Et qu'il a 24 ans. D'accord. Et on va appeler sur notre étudiant la méthode affichée. OK. Donc ça, on connaît. On va faire la même chose pour professeur. D'accord. Donc professeur. Marcel Proust. Et lui, il enseigne la littérature. Et de la même manière, on va appeler la méthode affichée. Tout simplement, on démarre sur quelque chose de très simple. OK. On exécute pour vérifier que tout se passe bien. D'accord, on a bien la méthode affichée de la classe étudiant sur notre Victor Hugo et la méthode affichée de la classe professeur sur Marcel Proust. Matière, d'ailleurs, matière affichée, matière, ça serait un peu mieux. OK. Maintenant, on a dit qu'on pouvait très bien avoir nos références ici de type affichable. Un étudiant implémente la méthode affichable. Donc, on peut exécuter la méthode de l'interface affichée. OK. Mais, par exemple, ici, sur étudiant, j'aimerais bien faire appel à getFunction. Voilà. Là, je n'y ai pas accès. On le voit via l'autocomplétion. L'IDE ne nous permet pas. Et si on essaye d'y accéder quand même, on ne peut pas. Pourquoi? La référence est de type affichable. Donc, sur étudiant, nous pouvons exécuter les méthodes seulement déclarées dans l'interface affichable. À la compilation, là, il vérifie qu'on a bien dans l'interface affichable la méthode getFunction, elle n'y est pas, donc on a une erreur. OK. Maintenant, on va déclarer un tableau d'affichable. Donc, affichable liste, je vais l'appeler. Et je lui donne une taille de 2.
Alors, pas comme ça. New affichable et tableau de 2. Ça nous suffira de 2. OK. Et maintenant, sur affichable liste, je vais renseigner mon tableau. Donc, affichable liste de 0. Je vais lui donner la référence étudiant. Puis, sur... si je mets 2 points, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Et sur la deuxième composante de mon tableau, donc c'est-à-dire l'indice 1, je vais lui donner la référence professeur. OK. J'ai le droit de faire ça, puisque professeur implémente affichable, étudiant implémente affichable. Donc, une référence de type affichable peut référencier un objet de type professeur ou un objet de type étudiant. Très bien. Maintenant, je peux aussi, bien sûr, itérer pour parcourir mon tableau. Donc, i inférieur à affichable list.length, la taille de mon tableau statique. Et sur chaque objet, donc c'est-à-dire affichable list de i, point affiché. Et si j'exécute ce code, j'ai bien ici parcourir mon tableau, d'accord, et afficher les informations de l'étudiant et ceux de professeur. Voyons maintenant les classes anonymes. Alors une classe anonyme, c'est-à-dire qu'on peut définir ponctuellement une classe sans lui donner de nom. Alors pas la peine de créer un fichier avec le constructeur, etc., etc. On peut créer une classe ponctuellement. Et généralement, on crée un seul objet de cette classe-là, qui n'aura pas de nom. Alors, on va souvent l'utiliser, cette forme-là, pour la gestion des événements. C'est ce qui permet de ne pas alourdir trop le code. Alors, on a deux possibilités pour définir une classe anonyme et instancier un objet d'une classe ponctuelle. C'est-à-dire qu'on va utiliser une classe anonyme dérivée d'une autre classe, par exemple, dérivée d'une classe mère, donc, hein. Ou alors, on va pouvoir créer une classe anonyme à partir d'une interface. Alors, regardons ça. OK. Par exemple, ici, on a personne, donc qui déclare une personne qui est abstraite. Donc, en fait, donc là, je vais juste écrire classe anonyme. On met notre séparateur. Classe anonyme. Donc, on pourrait créer, par exemple, un objet de type personne. À partir de la classe, donc new, personne, classe anonyme. Donc je reprends. Par exemple, on pourrait... Donc je reprends. Par exemple, on pourrait très bien créer un objet de type personne.
à partir de la classe personne, qui est une classe ici qui est abstraite, et je vais redéfinir ponctuellement ici la méthode getFunction. Donc public void. D'accord. Donc ici, je vais afficher classe anonyme get fonction. OK. Alors, juste avoir un petit problème de syntaxe. Non, c'est bon. OK. Point virgule. Alors, j'ai un petit problème de syntaxe. Ah oui, j'ai oublié la chaîne de caractères. J'ai un constructeur avec une chaîne de caractères. Donc, par exemple, je vais lui donner comme nom Toff. OK. Donc là, j'ai instancié en fin de compte. Si vous vous souvenez, personne est une classe abstraite. Donc, pour pouvoir instancier cette classe, on doit redéfinir getFunction. Là, en fin de compte, c'est ce que je viens de faire, c'est-à-dire que j'ai instancié à partir de la classe personne une classe qui n'a pas de nom, qui à partir de la classe personne, j'ai défini la méthode getFunction. Alors ça peut paraître un peu lourd, mais vous allez voir qu'on va beaucoup s'en servir quand on aura besoin de créer des classes que l'on va instancier une seule fois. Et maintenant, si par exemple je fais p.afficher, OK, alors p.getFunction, pardon, voilà, j'exécute et j'ai bien classe anonyme getFunction. On peut faire aussi un peu la même chose, mais à partir d'une interface, c'est-à-dire qu'on va instancier une classe qui va implémenter ponctuellement les méthodes de l'interface. Et cette classe n'aura pas de nom. Donc personne P2 est égal à new affichable. Ou même on va mettre, pourquoi s'embêter, affichable en fait. Affichable, décidément. OK. Est égal à new affichable. Et là, on va redéfinir la méthode affichée. Alors pour l'instant, override, on va pas s'en servir. OK. Et donc on referme maintenant notre classe anonyme. Donc là, à partir d'une interface, j'ai créé une classe qui implémente la méthode affichée, donc qui implémente l'interface affichable. Et maintenant, si par exemple ici j'affiche donc classe anonyme via interface affichable et que j'exécute sur cet objet-là la méthode affichée et qu'on exécute ce code, interface affichable, donc on a bien créé un objet qui implémente la méthode affichée. Donc voilà les deux formes de classe anonyme. À partir d'une classe existante, à partir
d'une interface. Alors vous verrez le code, c'est exactement ce que l'on vient de faire là, hein, à partir d'une classe, une classe anonyme dérivée d'une autre. Ici, on a une simple classe A qui implémente affiche. Et à partir de A, on va créer une classe anonyme qui redéfinit la méthode A. La méthode affiche pas. Donc on crée une classe anonyme, new A, à partir de A, qui redéfinit la méthode affiche. Et on l'appelle, exactement comme on a fait dans notre petit exemple. Une classe anonyme qui implémente une interface, donc la deuxième forme. Ici, on a une interface affichable. Affiche, c'est exactement le même exemple. On crée une référence affichable. À cette référence, on lui associe un objet qui implémente l'interface avec la redéfinition de la méthode affiche. Exactement le même exemple que précédemment. C'est tout pour la notion d'interface pour l'instant. Bien sûr, hein, on fera des compléments. Classe anonyme, vous allez voir que vous allez en faire au bout de 2-3, comme vous allez les utiliser notamment pour la gestion des événements et l'appel à des callbacks. On verra ça un peu plus tard. Donc les classes anonymes n'auront plus de secret pour vous. À tout à l'heure.